Il a refermé le dossier, regardé mes parents et dit que c'était là l'intégralité de la succession. Et c'est exactement à ce moment-là que ma mère a souri. Pas un grand sourire, pas quelque chose d'ostentatoire, juste ce petit sourire poli qu'elle sortait quand les choses se passaient exactement comme elle l'avait voulu, et qu'elle jugeait la pièce trop officielle pour que quiconque ose appeler ça par son vrai nom. La salle du tribunal successoral était froide, trop éclairée, avec cette odeur vague de papier et de café froid. Mon père était assis à côté d'elle, les deux mains posées à plat sur la table, déjà détendues. Leur avocat avait un classeur noir impeccable devant lui, chaque page marquée d'un onglet, chaque réponse prête d'avance. En face d'eux, il y avait moi, avec le vieux sac de voyage en toile de mon grand-père à mes pieds, et 2 ans d'hypothèses non dites qui se transformaient enfin en faits concrets sous mes yeux. La maison, le camion, les terres, le matériel de l'atelier, les économies. L'avocat avait tout énuméré sur le même ton administratif lisse que les gens utilisent quand ils veulent que le vol ressemble à une procédure. La maison principale de mon grand-père sur le chemin des Saules allait à mes parents via la masse successorale résiduelle. Le camion, le champ sud, le matériel, le compte courant, les outils agricoles, les droits d'exploitation forestière et même la vieille armoire à fusil dont mon père parlait comme de son droit naturel avant même que le corps de Pépé soit froid. Chaque ligne se terminait au même endroit. E. Puis l'avocat a tourné la page et a dit, presque comme s'il s'en souvenait après coup, qu'une structure récréative détachée sur une parcelle non productive, connue informellement sous le nom de Cabanon de l'Ouest, était transmise séparément à la petite fille Camille Rousseau. Ma mère a ri tout bas. Le Cabanon de l'Ouest. C'était ce que j'héritais. Une bâtisse d'une pièce en train de pourrir, à 12 minutes de la route principale, après un portail d'élevage défoncé et un bosquet de cèdres. Pas de plomberie, pas de chauffage digne de ce nom, la moitié des fenêtres gondolées, la rouille sur les gonds. Mon grand-père l'utilisait pour la chasse, puis pour le silence, ce qui dans son vocabulaire signifiait surtout avoir un endroit assez loin pour que personne ne vienne lui réclamer des signatures. Mon père disait que c'était inutile, ma mère disait que c'était sentimental. Leur avocat l'appelait un legs particulier de faible valeur marchande. Moi, je l'appelais la seule chose pour laquelle il n'avait pas daigné se battre contre moi. Quand l'audience a pris fin, ma mère s'est levée la première. Elle a ajusté sa manche et elle a dit, d'un ton presque bienveillant, qu'elle espérait que je pourrais enfin tourner la page. Tourner la page. Comme si j'avais accroché à mon chagrin par coquetterie, plutôt que de regarder ma famille dépecer mon grand-père jusqu'aux moindres lignes d'inventaire. Mon père a ramassé les clés du camion que leur avocat avait posées près du dossier, les a glissées dans sa poche sans me regarder. Il a dit que tout était légal, que je ne devais pas construire des théories parce que j'étais déçue. Déçue. C'était le mot de la famille pour dire qu'on vous effaçait proprement devant témoins. Leur avocat m'a tendu une enveloppe du tribunal successoral. À l'intérieur, il y avait l'acte de propriété du cabanon, un plan cadastral départemental et un trousseau de clés attaché à une étiquette en laiton rouillé. Pas de lettres, pas de mots, pas d'explications. Juste le cabanon. Ma mère a regardé le trousseau et elle a souri encore une fois. Elle a dit qu'Henri avait toujours su que j'aimais les vieilles choses. Je l'ai regardé sans répondre. Parce que si j'avais parlé à ce moment-là, ça aurait ressemblé à du chagrin, à de la rage et à de l'humiliation arrivant tout en même temps à la sortie. Et j'avais compris quelque chose d'important dans cette salle. Ils attendaient de l'émotion. Ils étaient prêts pour les larmes, prêts pour les accusations, prêts à me voir paraître instable ou amère ou prise de court. Ce pourquoi ils n'étaient pas prêts, c'était le silence. Alors j'ai pris mon sac, l'acte, la clé rouillée, et je suis sortie du tribunal successoral avec moins que ce que mon grand-père laissait autrefois comme pourboire aux serveurs à Noël. 2 sacs, une clé rouillée, un cabanon que personne d'autre ne voulait. Je suis partie là-bas le jour même, parce que je n'avais nulle part ailleurs où emmener la vérité. La serrure a résisté 2 fois avant que la clé finisse par tourner. L'endroit sentait la poussière de cèdre, la pierre froide et la vieille toile. Dans le coin, le poêle en fonte. Un cadre de lit étroit, un évier en émail fêlé sans eau courante et le vieux établi de mon grand-père sous la fenêtre. Un tableau de paysage passé pendait de travers contre le mur du fond. Sur l'étagère près du poêle, 3 boîtes de clous, une lanterne
et une boîte d'allumettes qui devait être là depuis l'époque de Chirac. C'était pire que dans mes souvenirs, et en même temps mieux, parce que c'était honnête. Le cabanon ne faisait pas semblant de m'aimer en me vidant les poches. Cette première nuit, j'ai dormi en manteau sous 2 couvertures militaires, et je me suis réveillée à l'aube avec les dents qui claquaient de froid. Le deuxième jour, j'ai nettoyé des crottes de souris dans le placard et trouvé des tasses à café enveloppées dans du journal. Le troisième jour, je suis allée en ville chercher de l'huile à lampe, des soupes en conserve, une radio à pile. Le quatrième jour, j'ai retrouvé le vieux thermos de papy sous le lit. Le cinquième jour, j'ai remarqué qu'un mur sonnait légèrement creux quand le vent soufflait de l'ouest. Je me suis dit que je l'avais imaginé. La nuit du 6e jour, la pluie a commencé après minuit et n'a plus voulu s'arrêter. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai allumé la lanterne et je me suis mise à ranger le mur du fond. Et ce tableau, celui qui était accroché depuis mon arrivée, il m'avait dérangée sans que je sache pourquoi. Pas seulement de travers, mal, trop bas d'un côté, comme si quelqu'un l'avait décroché une fois et l'avait remis en hâte. Je l'ai soulevé du crochet. Derrière, une cavité peu profonde découpée dans les montants du mur. À l'intérieur, une enveloppe scellée. Papier crème épais, l'écriture de mon grand-père sur le devant, mon prénom, et en dessous, une seule phrase. « Ouvre ceci, après qu'il pense avoir gagné. » Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. C'était la première chose intelligente que je faisais de la semaine. Je me suis assise au bord du lit, la lanterne entre les genoux, et j'ai regardé l'écriture de mon grand-père jusqu'à ce que mes mains tremblent suffisamment moins pour briser le cachet proprement. À l'intérieur, 4 pages manuscrites, une carte de relevé pliée et une petite clé scotchée sur une fiche cartonnée. Sur la fiche, 3 mots seulement. Pas le cabanon. J'ai déplié la lettre. Camille, si tu lis ceci après que Benoît et Sylvie sont sortis du tribunal successoral en souriant, alors l'audience s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Laisse-leur les choses bruyantes, la maison, le camion, les champs dont ils savent se vanter, les outils qu'ils vendront trop vite, la terre qu'ils croient comprendre parce qu'ils peuvent la montrer du doigt depuis la route. Le cabanon n'a jamais été le cadeau, il était la couverture. J'ai relu cette phrase 2 fois, puis j'ai continué. Il y a 3 ans, après que ton père a commencé à parler de ma mort comme d'un problème d'agenda, j'ai mis à l'abri la seule chose qui comptait, loin du tribunal successoral. Discrètement, parce que le papier discret dure plus longtemps que les promesses de famille. N'appelle pas Benoît. N'appelle pas l'avocat qui a clôturé le dossier. Ne dis à personne ce que tu trouveras avant d'avoir le dossier complet devant toi. Soulève la plaque du poêle. Prends la boîte en fer. Utilise la petite clé au Crédit Agricole Local, coffre 214. Apporte l'acte de fiducie et le relevé de la crête. L'acte de fiducie. Mon pouls a changé. Pas la peur cette fois, la reconnaissance. Mon grand-père n'utilisait jamais les termes juridiques à la légère. S'il écrivait acte de fiducie, il existait. S'il écrivait relevé, il y avait quelque chose sur ce terrain que l'avocat du tribunal successoral n'avait pas lu, parce que ça n'avait jamais eu sa place dans ce dossier. J'ai posé la lettre, traversé la pièce jusqu'au poêle en fonte et soulevé la plaque descellée côté droit. En dessous, une boîte en métal noir. À l'intérieur, 6 documents, 2 clés et une pochette plastique contenant un plan de relevé plus grand que mon torse. La première page était exactement ce que la lettre annonçait. Acte de fiducie. Fonds foncier Rousseau-Crête. Fiduciaire de son vivant, Henri Rousseau. Bénéficiaire successeur au décès, Camille Rousseau. Bien, j'ai relu le titre. Propriété en fiducie, parcelle du cabanon ouest et droit annexe réservé tel que décrit en annexe A. J'ai tourné la page. La première ligne de l'annexe A m'a arrêté net. La parcelle du cabanon ouest ne faisait pas 5 hectares inutiles autour d'une cabane qui se décompose. 68 hectares. 68. Le cabanon lui-même n'occupait que la partie la moins intéressante de l'ensemble. Le reste courait derrière la crête, descendait à travers les cèdres, traversait l'ancienne ligne de source. Et c'est là que tout basculait. Le long du seul chemin d'accès cadastré desservant les parcelles agricoles basses que mes parents venaient de récupérer via le tribunal successoral. J'ai continué à lire.
Les droits réservés attachés à la parcelle fiduciaire comprenaient les droits d'eau de source primaire alimentant la maison principale et la pâture basse, la servitude d'accès sur le chemin de la crête, les revenus forestiers en séquestre issus d'un contrat d'exploitation forestière sélective et les droits d'approbation pour tout passage d'utilité ou projet d'aménagement traversant les parcelles basses. Je me suis assise par terre. Pas parce que j'étais submergée, juste parce que mes jambes avaient décidé toutes seules qu'elles en avaient fini pour un moment. Mes parents étaient sortis du tribunal successoral avec le patrimoine visible, mais mon grand-père m'avait laissé ce dont ce patrimoine dépendait entièrement. La route, l'eau, le séquestre forestier, les droits d'approbation. Pendant tout le temps où ils se partageaient les biens qu'on voyait, l'effet de levier réel était posé dans le mur d'un cabanon rouillé, derrière un tableau que personne n'avait jugé bon de redresser. J'ai saisi le document suivant. Un acte notarié, signé par grand-père et enregistré 18 mois avant sa mort. La formulation était sèche, précise, belle de cette façon particulière que seuls les actes juridiques dévastateurs peuvent avoir. Toute cession, hypothèque, mise en valeur ou subdivision des parcelles basses Rousseau demeurera soumise aux droits réservés du fonds foncier Rousseau-Crête. Aucun détenteur de ces parcelles basses ne pourra porter atteinte aux droits d'accès à la route, à la source ou aux revenus forestiers du bénéficiaire de la fiducie. Puis la ligne suivante. Le bénéficiaire de la fiducie, c'était moi. Sylvie et Benoît étaient au courant de ces droits réservés et n'avaient aucune autorité sur la parcelle ni sur ses revenus. Au courant, pas lésé, pas oublié par erreur, au courant. J'ai relu la lettre de grand-père. S'il sourit au tribunal successoral, c'est parce qu'il pense que ce que je t'ai laissé est trop petit pour compter. Ça durera jusqu'au moment où ils essaieront d'utiliser ce qu'ils ont pris. Là, j'ai compris pourquoi il avait écrit « Ouvre ceci après qu'il se croit gagnant ». Ce n'était pas un retournement sentimental, c'était un retournement minuté. Le lendemain matin, à 8h03, j'ai appelé le Crédit Agricole depuis le téléphone fixe du cabanon parce que le réseau mobile était toujours capricieux par là. J'ai donné mon nom, le numéro du coffre, le nom de grand-père. La femme au bout du fil a marqué une pause d'1 seconde de trop. Puis elle a demandé si mademoiselle Rousseau avait été informée d'appeler après le tribunal successoral. J'ai serré le combiné. Oui, j'ai répondu. Autre silence. Bruit de clavier. Puis, très posément, elle m'a expliqué qu'il me faudrait une pièce d'identité et l'acte de fiducie. Et elle a ajouté, presque comme une précaution, que toute demande émanant de Benoît ou Sylvie Rousseau serait consignée, mais resterait sans réponse. J'ai regardé les documents étalés sur la table de grand-père. Il n'avait pas seulement caché quelque chose, il avait prévu qu'il viendrait chercher. Je suis partie en ville avec la lettre, l'acte de fiducie, le relevé cadastral et la petite clé dans mon sac. Quand je suis entrée au Crédit Agricole, la femme à l'accueil a vérifié son écran après que j'ai dit mon nom, et son visage a changé. Pas chaleureux, pas neutre, préparé. Elle s'est levée et m'a dit que le dossier successoral du coffre 214 contenait un état actualisé des actifs de la fiducie. Je l'ai suivie vers le fond. Elle a ajouté, sans me regarder, que la valeur inscrite dans ce coffre dépassait celle de la masse successorale lue la veille au tribunal. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. La femme du Crédit Agricole m'a emmenée dans une salle privée, a vérifié mes papiers 2 fois et a posé le coffre 214 sur la table entre nous. Il était plus petit que ce que j'imaginais. Première surprise. La deuxième, c'est ce qu'il ne contenait pas. Pas de montre, pas de photos pliées, pas de médaille militaire enveloppée dans un tissu. Que des documents. Un épais classeur de fiducie, 2 enveloppes scellées, un relevé d'actifs sur en-tête bancaire, une enveloppe de caisse marquée séquestre forestier et une note manuscrite agrafée devant avec l'écriture carrée de grand-père. Lis le relevé avant les lettres. Le chiffre compte. Alors j'ai obéi. En haut de la feuille, le nom que j'avais déjà vu au cabanon. Fonds foncier Rousseau-Crête. En dessous, les parcelles, la servitude d'eau alimentant les parcelles basses, le chemin d'accès cadastré, les droits d'entretien sur le chemin de la crête, le séquestre forestier, les droits de consentement au développement. Et une promesse de cession maintenue en révision fiduciaire. Puis mes yeux sont tombés sur la colonne de valorisation.
Je l'ai lu une fois, puis une autre. 1 482 600 €. Je me suis adossée à la chaise. Pas parce que j'étais submergée, parce que ce nombre ne rentrait pas dans la réalité que j'avais quittée la veille au tribunal. Mes parents s'étaient déchirés pour la maison, le camion, les terres, les outils. Et grand-père m'avait laissé quelque chose qui valait plus que tout ça réuni. Mais la page suivante était encore pire pour eux. La promesse de cession n'était pas théorique, elle était active. 9 mois avant sa mort, grand-père avait signé une option avec le syndicat des eaux du département. Il voulait le couloir de source, la bande d'accès sur la crête et des droits de servitude contrôlés pour un projet de protection des eaux. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Et il avait tout arrangé avant que quiconque puisse intervenir. Le fonds foncier Rousseau-Crête pouvait soit conserver les terres et percevoir des paiements annuels de licence, soit exercer une promesse de cession dans les 180 jours suivant l'acceptation de contrôle par la bénéficiaire successeur. Valeur d'exercice de l'option, 1 100 000 € séparés du séquestre forestier. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que les chiffres cessent d'être abstraits. Grand-père ne m'avait pas laissé un petit cabanon triste. Il m'avait laissé la crête, le chemin, la source, l'option, les revenus forestiers et les droits dont chaque parcelle basse dépendait entièrement. Ensuite, j'ai ouvert la première enveloppe cachetée. À l'intérieur, des copies de lettres recommandées, 3 en tout. Une pour mon père, une pour ma mère, une pour l'avocat du tribunal successoral. Toutes envoyées 18 mois avant la mort de grand-père. Chacune reconnaissait l'existence du fonds foncier Rousseau-Crête, l'exclusion de ses actifs du tribunal successoral et les servitudes grevant les parcelles basses. Chacune avertissait que toute tentative de traiter les biens inférieurs comme libres de charge serait fausse. Et au bas du récépissé de mon père, il y avait sa signature. Il savait, pas deviné, pas appris trop tard, savait. La deuxième enveloppe contenait le dernier mot de grand-père. Camille, si Benoît sourit au tribunal successoral, c'est parce qu'il croit que du bruit autour d'un bien vaut autant que le contrôle réel. Il comprendra. Ne te précipite pas à les confronter. Laisse-les utiliser ce qu'ils ont pris. Ils découvriront la forme du piège quand ils essaieront de vendre, d'emprunter, de diviser ou d'améliorer ce qu'ils ont volé. Ensuite, prends rendez-vous avec Maître Garnier. Elle aura le reste. La femme de la banque a frappé une fois et m'a demandé si je voulais qu'on appelle l'avocate du fonds. J'ai dit oui. Maître Garnier est arrivé 40 minutes plus tard avec un bloc-notes juridique, un tube à documents et le visage d'une femme qui attendait depuis des mois que la bonne personne se présente enfin. Elle s'est assise en face de moi, a ouvert le classeur du fonds et est allée directement à l'essentiel. « Votre grand-père avait tout prévu », a-t-elle dit. « Il n'attendait pas de vos parents qu'ils respectent le fonds. Il attendait qu'ils l'ignorent jusqu'au premier obstacle. » Maître Garnier a posé ces mots avec une précision calme qui m'a traversée. Et j'ai demandé « Quel obstacle ?» Elle a fait glisser le plan cadastral sur la table. La parcelle de la crête s'étendait derrière le cabanon. « Oui, a-t-elle dit, mais c'est aussi là que passait le seul chemin d'accès cadastré assez large pour les engins vers le champ sud inférieur. Le couloir de source alimentait la maison principale et tout le système d'abreuvoir. Et les clauses de consentement signifiaient qu'aucun développement, aucun refinancement, aucune servitude lourde, aucune division parcellaire ne pouvait aboutir proprement sans l'accord du bénéficiaire du fonds. La masse successorale que vos parents ont récupérée au tribunal successoral, a-t-elle dit en posant le doigt sur la carte du bas, c'est la terre visible. Ce fonds, c'est la terre fonctionnelle. Cette phrase m'est restée. Terre visible, terre fonctionnelle. Mon grand-père n'avait pas partagé les biens. Il avait séparé la forme du fonctionnement. Ensuite, elle m'a tendu une copie du mémo de titre reçu le matin même par son cabinet. Mes parents avaient déjà heurté le premier mur. À 8h26, avant même que j'ouvre le coffre 214, mon père avait contacté un établissement de crédit pour utiliser la maison principale et le champ sud comme garantie d'un prêt de restructuration. L'analyse de titre avait détecté la charge du fonds immédiatement. Droit d'eau, dépendance d'accès, limitation de consentement enregistrée. Le prêt était suspendu. Un avis avait été envoyé à leur avocat. À 9h14, un agent acheteur sur une partie de la parcelle forestière avait demandé une mise à jour sur l'état du dossier.
également suspendu. À 10h02, l'avocat de mes parents avait appelé Maître Garnier pour savoir si les droits du fonds étaient vraiment opposables. Elle m'a tendu la note avec sa réponse. Une seule phrase. Il reste la seule partie encore pleinement opposable. J'ai ri. Pas fort, une seule fois, parce que la précision du calendrier forçait l'admiration. Mes parents étaient sortis du tribunal successoral, convaincus d'avoir tout gagné. Ils n'avaient même pas atteint l'heure du déjeuner avant que la succession commence à s'effondrer sous la part que grand-père m'avait laissée. À 15h, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère d'abord, puis mon père, puis l'avocat du tribunal successoral, puis mon père encore. J'ai laissé passer les 4 premiers appels. Au 5e, j'ai décroché. Mon père n'a pas pris de détour. Il a demandé ce que grand-père m'avait laissé. Pas de peine, pas de douceur, pas de conversation aménagée. Juste la vraie question, enfin, sans déguisement. J'ai regardé l'acte de fiducie étalé sur la table de Maître Garnier et j'ai dit ce qui changeait tout. Silence. Puis il a dit que je devais être raisonnable. Je lui ai répondu que j'avais appris ça au tribunal successoral. Sa voix s'est durcie. Il a dit que la maison avait besoin de cette source. Je savais. Il a dit que le chemin bas traversait ma parcelle. Je savais. Il a dit que le Crédit Agricole avait bloqué le dossier pour un problème technique. Non, j'ai corrigé, pour un problème enregistré. Il a respiré une fois par le nez, en colère, mais encore maître de lui, à peine. Et puis il a posé la vraie question, ce que je voulais. Pas des excuses, pas de la compréhension. Une question de règlement, le genre que posent les hommes qui croient que tout désastre moral peut encore se réduire à un chiffre si on s'y prend assez tôt. J'ai regardé Maître Garnier. Elle a fait le plus petit signe de tête qui soit. Alors j'ai répondu clairement. Je voulais que la vérité soit réintégrée dans le dossier successoral. Je voulais que l'inventaire successoral soit corrigé. Je voulais qu'il reconnaisse avoir eu connaissance du fond avant l'audience. Je voulais que toute tentative d'utiliser les parcelles basses sans divulgation du fond soit retirée. Et je voulais que tout contact passe désormais par les avocats. Il a prononcé mon prénom comme il le faisait quand j'étais enfant et que je l'avais gêné devant des invités. J'ai raccroché avant qu'il finisse de le dire. 3 semaines plus tard, l'inventaire successoral a été amendé. La maison, le camion et les parcelles basses sont restés à mes parents dans le cadre de la succession. Mais chaque élément utile de ces actifs devait désormais être déclaré comme grevé par le fonds foncier Rousseau-Crête. Leur refinancement est mort. L'acheteur de bois s'est retiré. L'avocat qui avait clos le dossier en disant que c'était là l'intégralité de la succession a déposé une correction complémentaire, reconnaissant que ce n'était pas le cas. Et mes parents ont arrêté de raconter aux gens que grand-père avait tout simplifié. Le cabinet de Maître Garnier s'en est assuré. Je n'ai pas exercé la promesse de cession tout de suite. Ça a surpris tout le monde, sauf grand-père, qui avait probablement compté là-dessus. J'ai gardé le cabanon, j'ai gardé la crête, le chemin, les droits d'eau de source, et le droit de décider ce qui traverserait cette terre. 6 mois plus tard, quand je me suis sentie prête, j'ai négocié la promesse de cession moi-même, à des conditions bien meilleures que le chiffre inscrit dans le dossier. C'était ça, l'héritage véritable. Pas l'argent, même s'il y en avait largement assez. Le contrôle. La capacité de dire non, puis de dire oui, au moment de mon choix. Mes parents ont tout pris au tribunal successoral. Ils sont sortis avec une succession bruyante, des actifs sur le papier, des dettes cachées et un nom à défendre. Moi, je suis sortie avec 2 sacs, une vieille clé en laiton rouillé, un cabanon et la seule pièce de son monde qui faisait encore tourner tout le reste. Grand-père le savait, je crois qu'il avait tout prévu comme ça. Et toi, tu l'aurais ouverte dès le premier soir, cette enveloppe, ou tu aurais attendu la lumière du matin ? Dis-moi en commentaire. Et si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'au bout, c'est que tu mérites d'en lire d'autres. Abonne-toi. La prochaine commence là où celle-ci s'arrête.